Salutations Tedana, je suis le chef et bienvenue dans cette review du nouvel épisode 8 de la saison finale, la saison 4 de Shingeki no Kyojin, de la taille des titans, des géants tenus qui mangent des gens, t'appelles ça comme tu veux, comme d'habitude. Alors, cette semaine, on est sur un épisode beaucoup plus calme que les 2 ou 3 précédents qui étaient vraiment des épisodes des scènes de guerre, il y avait de la bataille, de la grosse baston, de la transformation, du plot twist, du retournement de situation, c'était incroyable. Là, on est sur un épisode où on pose un peu les choses, j'ai envie de dire, on repose un peu les choses, double sens du mot repose, on repose parce que les personnages se reposent de leurs aventures quelque part qu'ils ont vécues dans les épisodes précédents, et on en profite pour reposer la situation. Cette fois-ci, on s'intéresse un peu à ce qui s'est passé durant les 3 ans avant cette attaque des Eldiens sur Revelio, sur l'attaque qu'Eren a menée d'une main de maître, j'ai envie de te dire. Cette victoire totale, ce premier assaut qui s'est soldé par une victoire totale des Eldiens de l'île du Paradis sur la capitale de Mar. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, oui. Alors pourquoi je trouve ça intéressant de revenir un petit peu en arrière et de nous expliquer un peu ce qui a conduit les Eldiens à attaquer Mar. Bon, alors le pourquoi, on le savait déjà, hein. Normalement, si t'es pas débile et que t'as 3 points de QI, t'as regardé les épisodes d'avant, t'as compris quel est l'intérêt pour les Eldiens de Paradis d'attaquer Mar en premier, hein, parce qu'évidemment, de toute façon, les Mar prévoyaient d'attaquer l'île du Paradis avec toute la coalition mondiale sur leur gueule, quoi qu'il advienne, de toute façon. Mais, ce qui est intéressant, c'est de voir le cheminement qui les a fait arriver à cette conclusion. Ça, par contre, c'est super intéressant parce qu'on est quand même, comme je le disais dans le review précédent, si je dis pas de conneries, on est passé des humains de l'île du Paradis, les Eldiens pour le coup de l'île du Paradis, qui combattent pour leur survie, qui ont toujours mené une guerre défensive, qui d'un coup deviennent les attaquants, deviennent les méchants en quelque sorte. Donc il faut savoir quel cheminement de pensée, par quelle logique ils en sont arrivés là. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce qu'en fait, ça les réhumanise un petit peu, si tu veux. Parce qu'en fait, ils ont vraiment été, bon, hormis le décès de Sacha, qui était tragique, ils ont vraiment été dépeints dans ce début de saison comme des êtres un peu froids, un peu glacial, un peu bourrins, un peu cruels. Cruauté qu'on ne leur connaissait pas jusqu'ici, parce que jusqu'ici, ils se battaient quasiment exclusivement que contre des êtres inanimés, plus ou moins, contre des titans qui étaient « Hey, gogol !» et ils leur coupaient la nuque, si tu veux. Là, il y avait le côté cas de conscience. Là, on va découper des humains, on va détruire des villes, on va écraser des enfants, on va faire du vrai sale. Donc, comment ils sont arrivés à cette extrémité-là? Eh ben, c'est ce qu'on voit dans cet épisode. D'ailleurs, alors c'est un sentiment que j'ai, je sais pas, vous me le confirmerez certainement, ceux qui prennent la peine de revérifier le manga, parce qu'en vrai, moi, je n'ai pas le temps de revérifier le manga, j'ai un peu la flemme, même si c'est passionnant, parce que là, je suis dans le manga, mais dans ce qui se passe maintenant, qui est une dinguerie aussi, vous n'êtes pas prêts, je vous le répète. Mais j'ai la flemme de... Déjà, il faut retrouver quel chapitre ça correspond, c'est bon. Mais j'ai l'impression que cet épisode est un condensé de pas mal de chapitres. Il me semble qu'à la base, bon après ils vont peut-être y revenir dans l'épisode prochain, que la partie, qu'est-ce qui s'est passé 3 ans avant l'attaque de Revelio, je pense qu'elle est un peu plus fournie que ça, il me semble, dans le manga. Mais encore une fois, c'est peut-être une impression. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai le sentiment qu'ils ont brassé pas mal de choses d'un seul coup. Alors qu'il me semble que dans le manga, ça prenait un peu plus de temps pour poser, notamment, il me semble que la relation Nicolo-Sacha, je pense qu'elle était un peu plus posée que ça. Même la découverte, l'échange entre les deux cultures, Mar et Eldienne, était, enfin, pas forcément Mar, mais en dehors du mur et dans le mur, était un peu plus, comment dire, était un peu plus dense que ça. Voilà, je crois que c'était ça le mot. À peu près, oui. Donc, je pense qu'ils ont éludé pas mal de scènes, mais ils ont gardé l'essentiel pour qu'on comprenne le cheminement que je te disais au début. Donc, pourquoi les Eldiens de l'île du Paradis ont décidé d'attaquer. Voilà, ça c'est plutôt intéressant. Bon, la seule partie qui est un petit peu, encore un peu évasive, c'est, bon, évasif pour ceux qui n'ont pas lu le manga encore une fois, c'est la partie Eren et son frère, demi-frère Sig, c'est quoi leur plan, c'est quoi les bails, pourquoi ils le ramènent, c'est quoi l'objectif, ça on sait pas encore. Bon, on va pas tarder à le savoir, j'imagine. Oui. D'ailleurs, je vais faire un petit aparté sur la difficulté que c'est de faire des reviews Shingeki no Kyojin en ayant lu le manga. Parce qu'en fait, autant des fois, je sais qu'il y a des infos que j'ai
que je vois à l'écran, que je dois pas révéler parce que je sais que je spoil, mais des fois il y a l'effet inverse, c'est-à-dire comme je sais déjà des trucs, quand il y a des trucs qui sont révélés à l'écran, et ben en fait, je les conscientise pas si tu veux. Genre je suis sûr dans cet épisode il y a des trucs qui sont passés, qui révèlent des trucs de dingue, que plein de gens qui sont animonly ont fait « Oh c'est dingue !» Mais moi il y a des trucs comme je le sais déjà, parce que ça se trouve je les ai pas remarqués. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est assez compliqué pour moi tout le temps de trouver le juste milieu entre d'un côté pas spoiler et d'un côté relever les infos intéressantes sur lesquelles les gens vont spéculer. Sachant que moi de toute façon je vais pas spéculer parce que je sais ce qui arrive. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était une petite aparté comme ça parce que j'ai besoin de m'exprimer, c'est pas facile tous les jours, je pars en couille. Autre truc intéressant de cet épisode, c'est la narration un peu au passé, du point de vue plus ou moins d'Armin, qu'on le sait, qu'on le découvre à la fin de l'épisode, mais je vais le dire tout de suite, qui en fait se recueille plus ou moins, qui rend visite, ce recueil c'est peut-être un peu fort, devant Annie qui est toujours dans son cristal qu'on n'avait pas vu depuis fort longtemps. D'ailleurs je suis prêt à parier que beaucoup avaient même oublié son existence à la Annie. Mais bref, tu vois Armin qui est face à Annie en train de raconter ce qui s'est passé comme pour se confier. Et ça c'est assez important déjà, le côté confession de la chose. On a beaucoup parlé de confession, de remords, d'absolution durant les premiers épisodes, les premiers reviews. Hein. On avait parlé notamment par rapport à Rainer et aussi à Eren lors de sa confrontation avec Rainer. Là, c'est intéressant de voir le point de vue d'Armin. Armin qui était quand même l'un des personnages, bon, hormis Sacha, mais Sacha il était un peu naïf et pur, mais Armin c'était vraiment le gars qui avait conscience qu'il fallait faire des dingueries, mais qui n'osait pas le faire, parce qu'il pensait que c'était un peu disproportionné. C'est le gars qui était toujours dans la mesure. Il était ni pas assez ni trop, il était toujours juste, Armin. Tu vois ce que je veux dire? C'était la voix de la raison. Et il a dû faire un truc qui, selon ses propres canons de réflexion, est totalement irraisonnable, totalement disproportionné. Ça a toujours été un acteur de la paix, et il a été obligé de faire la guerre. Et ça lui pèse sur les épaules. Et c'est ça qui est intéressant de voir le prix qu'ont dû payer les compagnons d'Eren pour suivre la vision d'Eren. La vision d'Eren qui, hélas, est la bonne en réalité. C'était la chose à faire. Il fallait attaquer les premiers pour gagner du temps et gagner un sursis par rapport au Omar. Et tu vois, Armin qui se confesse, et il se confesse à qui? Il se confesse à son ancien ennemi, qui est à la fois son ennemi et son ami, parce qu'elle a été dans ses rangs, le considérer, elle aime bien et tout ce que tu veux. Donc on a une scène assez similaire, on revient sur cette idée de cycle, je vais le dire à chaque review, j'en ai rien à foutre. On revient sur cette idée de cycle, que Armin réitère le cycle, il a besoin de se confesser, sauf qu'il triche un petit peu, parce que a priori, la Annie, peut pas lui répondre, elle peut rien lui dire. Donc il se confesse un petit peu, il assume pas trop sa honte si tu veux. Il a honte, il en a gros sur la patate, mais il peut pas le montrer, il doit attendre d'être dans une intimité, dans une espèce d'espace privé. Je vais pas dire le terme safe space, mais c'est un peu ça. Il est obligé d'être tout seul dans son cocon. Il aimerait, en fait, c'est ça l'image qui est cool. Armin aimerait bien être dans son cocon tout seul, pour se libérer, pour dire ce qu'il a sur le cœur et tout. Et ben non, c'est Annie qui est dans un cocon, qui est toute seule, qui est protégée de l'extérieur et qui, quelque part dans ce cocon, peut être à l'abri, peut être elle-même. Mais là, c'est Armin qui la regarde. Et qu'est-ce qu'il a dans la main, Armin? Et là, je vais te mindfucker, tu vas dire que je suis trop fort. Qu'est-ce qu'il a dans la main, Armin? Il a un coquillage, bordel de merde. Il a un coquillage. Parce qu'Armin, il aimerait bien être dans sa coquille. Parce qu'il est obligé de sortir de sa coquille. Il est obligé de faire des trucs sales qui ne lui ressemblent pas. Il est obligé de changer. Et ça, c'est terrible pour lui. Et c'est ça qui est super intéressant. Et c'est quoi encore le coquillage? Le coquillage, c'est quelque chose qu'il a eu sur la mer. C'est un truc qui me semble qu'il a ramassé à la saison 3 quand il le voit sur la plage. Il fait « Oh, c'est quoi? C'est incroyable, c'est un coquillage !» Il le ramène. Qu'est-ce que c'est que ce coquillage? Eh ben, c'est son rêve. C'était son rêve. C'était de voir la mer un jour. Et donc il l'a dans les mains pendant qu'il est en train de se confesser. Bon, mon rêve, il a eu ce prix-là. Pour avoir mon rêve, j'ai dû écraser des enfants, j'ai dû défoncer des villes, j'ai dû faire du sale. Et il le confesse à Annie. Est-ce que on n'est pas sur de la putain d'écriture, sur de la putain de mise en scène sur ce coup-là? Bah bien sûr que si, bordel de cul, bien sûr que si, SNK c'est génial, oui. Donc voilà pourquoi c'est super intéressant d'avoir fait raconter ça à Armin dans le contexte, face à Annie dans sa coquille. C'est puissant, il y a un symbolisme fort, il y a un message fort, il y a une espèce de mise en abîme d'Armin, et pas que d'Armin, parce qu'à travers Armin, finalement, c'est tous les personnages de l'île du paradis qui s'expriment quelque part. Ils ont dû faire des choses. À la base, c'est
bataillon d'exploration, c'est pas le bataillon d'attaque si tu veux. Donc leur but c'était de libérer l'humanité, de ouvrir l'horizon. Et l'horizon qu'ils ont vu, bah, c'est que la guerre, c'est ça qui est terrible. Et tu te rends compte qu'ils étaient parfaitement heureux sur leur île, c'est ça qui est tragique dans l'histoire, c'est qu'en fait ils étaient tranquilles, ça y est, il n'y a plus de titans, on est tranquille, on découvre le monde, il y a des visiteurs qui arrivent, bon on les calme un petit peu vite fait, mais on découvre des nouvelles cultures, il se passe des trucs, mais non en fait au bout de la chaîne, ça va être la guerre quand même en fait. Vous êtes pas encore libre, loin de là même. C'est super intéressant. Et justement, ce qui m'amène à la rencontre avec des personnages qui font partie de l'armée Mar, sans pour autant être des Mar, mais qui sont des personnes qui viennent de l'extérieur des murs. Je parle bien évidemment des personnages de Yelena et d'Oyakopon. Je sais pas comment... Oyakopon. Alors il a un nom, je sais pas d'où ça sort, mais pourquoi pas. Moi, tout de suite, je vais dire, oui, il y a un personnage noir dans l'attaque des titans. Bah, super, chouette, c'est cool. Bon, d'ailleurs, je vais reparler de la scène, parce que la scène a fait un peu le buzz, le ramdam, comme on dit, où Sacha demande, hey, comment ça se fait que t'as la peau noire, toi? Et les gens font, oh putain, racisme. Bah non, elle a jamais vu de noir de sa vie. Elle pose la question, comment ça se fait que t'es comme ça? Je ne savais pas qu'il existait des gens différents. Et il a une réponse. Certes naïve, mais tout à fait magnifique, tout à fait sympa. Il lui fait, bah, c'est parce que le créateur a voulu faire des gens différents parce que c'est plus intéressant la diversité. Et puis voilà. Et le truc intéressant dans cet échange en réalité, c'est pas qu'il lui explique qu'il y a des gens différents, c'est qu'il évoque quelque chose qui, à mon sens, si je ne dis pas de conneries, n'a été que très rarement évoqué dans la mythologie de Shingeki no Kyojin, alors que pour autant, vu les thèmes abordés, bah, ça devrait être presque central, c'est le thème de la religion. Et ça vient de me frapper en matant l'épisode. Putain, c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de la religion dans Shingeki no Kyojin. Alors on dit oui, Ymir a pactisé avec le démon de la terre, tout ce que tu veux, mais on parle jamais des divinités, on parle jamais des religions. C'est assez étonnant, finalement, parce que quand il dit le créateur, et puis Armin fait « Ah, le créateur, c'est quoi ce concept ?» Bah Dieu, et ils sont tous là, c'est quoi Dieu? C'est-à-dire que les mecs n'avaient pas de religion. Et c'est assez... Bah, tu fais un manga qui parle... de la haine entre les hommes, si tu veux, qui parle de, oui, pourquoi les hommes se foutent sur la gueule, nanana, et à aucun moment, tu mets le sujet de la religion sur la gueule, parce que sachant que les religions, alors j'ai rien contre les religions, le concept de religion, je m'en fous, mais les religions, les croyances religieuses, d'où qu'elles viennent, ont toujours été source de conflits, et ça aurait été super intéressant d'explorer cet aspect de ce que peut entraîner la religion et les croyances différentes, dans l'histoire humaine, si tu veux. Et ils n'en parlent pas dans Shingeki no Kyojin. Finalement, on parle que de propagande dans Shingeki no Kyojin. De haine raciale, de haine ethnique, d'histoire qui est écrite à la sauce d'un tel pour justifier tel ou tel acte, mais on parle très peu de religion. Et je trouve ça étonnant de me rendre compte que maintenant qu'on parle pas du tout de religion, alors que ça aurait été super intéressant de rajouter... bon, ça aurait peut-être été superflu, mais ça aurait été encore plus... que si l'idée c'est de faire un miroir de notre histoire à nous, rajouter la dimension religieuse dedans, ça aurait pu être super intéressant. Et il me semble pas qu'on parle de religion dans Shingeki no Kyojin, à part avec ce passage-là, évidemment le côté déesse, Ymir, tout ce que tu veux, mais je trouve que c'est bizarre que ça soit ça soit pas vraiment abordé. Alors peut-être que c'est fait exprès, peut-être que pour montrer quand finalement la vraie religion, c'est celle que le pouvoir veut bien te laisser pratiquer, quelque part. C'est-à-dire, écoute ce que le pouvoir te dit, écoute ce que le système te dit, c'est ça la vraie religion peut-être. Peut-être que c'est ça le message derrière. Et c'est tout à fait possible parce que Isayama est quelqu'un de très intelligent et de très subtil. Peut-être que c'est ça le délire derrière. En tout cas, je trouve ça super intéressant que ça m'ait choqué que maintenant. Qu'en fait, il parle pas de religion. Parce que tu vois tous les thèmes qui sont brassés dans Shingeki no Kyojin, mais ça n'aborde pas la question religieuse. Ce qui est assez étonnant pour le coup. T'es d'accord, t'es pas d'accord, je sais pas, mais je trouve ça assez étonnant. Donc je trouve ça super intéressant qu'en fait, les Éliens n'ont pas de religion sur l'île du paradis. Leur seule religion, finalement, c'était leur croyance et leur peur de l'extérieur du titan. Ça a remplacé leur religion, quelque part. C'est genre, ouais, on va croire le roi, il nous dit, faut pas sortir les titans, vous nous mangez, parce qu'on est les derniers humains dans toute la planète. On va croire ça, finalement. Donc, est-ce que c'est pas un message pour nous dire que, finalement, les dirigeants, les possédants, remplacent un peu le divin, le mystique? C'est super intéressant, je trouve. Même s'il y a une grosse dose de mysticisme dans Shingeki no Kyojin, hein, c'est bien, attention, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Mais je trouve ça, ouais, c'est étonnant, ça rend, je regarde encore une nouvelle fois, à chaque fois que je découvre un nouveau truc, enfin, je redécouvre quelque chose en matant l'animé, je revois l'histoire d'une manière différente.
Voilà, donc je trouve ça super étonnant, je me répète, mais je le dis. En fait, ils n'ont jamais abordé la question religieuse dans Shingeki no Kyojin. Ou alors c'est que j'ai oublié quelque chose. Alors à un moment donné, quand tu vois le passé d'Ymir, tu sais qu'il y avait une espèce de culte secret chez les Eldiens de Mar par rapport à Ymir, justement. Mais c'est tout. Donc du coup, je suis assez surpris. Voilà. D'ailleurs, ce petit aspect religieux, mystique, spirituel est aussi un peu abordé par le personnage de Yelena, qui est une fervente admiratrice, serviteur, je sais pas comment on dit, ça se conjugue, serviteur, serviteuse, ça se conjugue, enfin ça s'accorde, comment il s'appelle, de Sig, je vais l'appeler Sig, du titan bestial, parce que pour lui, elle considère que c'est un dieu. Et encore une fois, c'est super intéressant, parce que tu vois un autre point de vue, parce que pour les Eldiens de l'île du paradis, encore une fois, je sais pas comment on va les appeler, les paradisiaques, je sais pas comment, comment dire, mais pour les Eldiens, le titan bestial incarne tout sauf Dieu, c'est vraiment tout l'inverse, c'est un monstre qui leur en a fait chier des ronds de chapeau, ouais, je te sors des vieilles expressions, et pour Yelena, c'est un espèce de dieu, c'est un espèce de sauveur, comme pour les Mars, c'est un espèce de sauveur, un espèce de symbole positif, héroïque, tout ce que tu veux. Donc c'est ça qui est bien aussi dans Shingeki no Kyojin, c'est que le côté il y a les gentils, il y a les méchants n'existe plus. Vraiment, la frontière n'existe plus, c'est qu'il y a des gens pris dans une spirale infernale, tous les points de vue se valent, et c'est super intéressant. Mais bref, ce que je voulais dire avec le personnage de Yelena et les rencontres avec les rebelles de Mar, j'ai envie de te dire, qui viennent sur l'île, c'est que ils sentent, si tu veux, qu'ils peuvent échanger. Et ils sont stimulés par ça. Oh putain, on va vous apprendre des trucs, vous nous apprenez des trucs. Et les mecs, ils sont positifs. Ah, super, on apprend plein de trucs, notre technologie évolue. En fait, le monde, c'est ça. On goûte des nouveaux plats et tout. On découvre des nouvelles arbres. C'est génial, on s'entend bien. D'ailleurs, il y a aussi la relation Nicolo-Sacha, qui me semble les plus exploitée que ça dans le manga, comme je l'ai dit, qui montre que non seulement on peut bien s'entendre, mais en plus on peut tomber amoureux, si tu veux. On peut avoir des relations, on est des humains finalement. On peut vivre ensemble, apprendre, échanger, mais quand tu regardes bien, c'est quoi qui est à la base de cette entente? Bah finalement, c'est la haine, c'est le ressentiment. Les mecs ont trahi les Mars pour aider les Eldiens parce qu'ils haïssent les Mars, parce qu'ils ont un ennemi commun. Donc finalement, tout ça, c'est bien beau, mais au bout du truc, t'as quand même la haine qui revient, le ressentiment, et donc la guerre qui revient. Et du coup, ils savent que malgré ça, que eux ils s'entendent bien, à grande échelle, à l'échelle universelle, j'ai envie de te dire, bah c'est pas possible. Il va falloir quand même aller casser des culs, aller détruire des villes, aller faire des dingueries. Et encore une fois, je trouve ça passionnant, ce paradoxe passionnant. Ils n'ont pas envie d'y aller parce qu'ils voient bien que les gens qui vont aller défoncer, ils y sont pour rien, mais ils sont obligés, parce que c'est l'absurdité du monde dans lequel ils vivent, dans lequel on vit, j'ai envie de te dire, ils vont être quand même obligés de se défendre, parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent survivre, ils vont devoir se battre, faire des dingueries, et ça leur fait chier, parce qu'ils étaient à ça d'avoir atteint leur but, la guerre était finie, il n'y a plus de titans, ils étaient tranquilles, mais non, parce que par qui tout a commencé, eux, ils n'ont pas fait lâcher l'affaire. Eux, de leur côté, l'histoire est finie, mais de le côté du reste du monde, le reste du monde n'est pas encore passé à autre chose, et va venir leur faire payer la facture pour des trucs qui sont passés il y a plus de 100 ans. Donc c'est passionnant, encore une fois, oui. Autre élément que je trouve intéressant dans cet épisode, c'est quand on accentue un petit peu la transformation d'Eren. Tu commences à sentir que déjà il y a 3 ans, il était totalement en décalage avec les autres, parce qu'il savait, il a changé, tu sais, c'est un mec plein d'espoir, de détermination, Eren à la base. Là, non, ça a changé du tout au tout, à partir du moment où ils ont ouvert la cave, ils ont libéré les murs, ils ont vu la mer, tout le monde, je me souviens de ce dernier épisode de la saison 3 où tout le monde était content, oh la mer, et puis Eren il était là, regardait vers le bas, parce qu'il savait la dinguerie qui allait arriver, Eren, qu'il fallait faire du sale, il le savait, et tu le sens qu'ils sont tous là, ils sont tous en train de s'émerveiller, et lui, bah, de par ses pouvoirs, parce qu'on l'a vu qu'il avait vu les souvenirs de son père, il arrive, il fait ouais mais non en fait, il faut qu'on aille les défoncer. On est obligé, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on se batte. Je sais que vous n'avez pas envie d'y aller, mais il va falloir y aller les mecs. Et tous les gens font mais non, on n'est peut-être pas obligé. Ils essayent de négocier, et Eren il a déjà accepté le truc. Dans sa tête, c'est le seul, t'as l'impression qu'il est prêt. Il faut faire la dinguerie, on va y aller. Et j'aime bien parce que ce décalage est marqué, parce qu'il y a 3 ans, dans les 3 ans qui se sont passés, le seul qui a physiquement changé, en réalité, dans son look, avec ses cheveux un peu plus longs et tout, et ben c'est Eren.
Ça montre que quelque part, là c'est un peu capillotracté, ouais, parce que je parle de cheveux, il avait un peu une longueur d'avance, mais une longueur de cheveux aussi. Voilà, je me branle un peu, mais graphiquement c'est super important, le fait que Eren avait déjà un début de cheveux longs, alors que les autres étaient toujours à leur look d'avant à ce moment-là. C'est-à-dire que le gars avait déjà compris, était déjà en avance sur eux, d'avoir compris ce qu'ils allaient être obligés de faire pour foutre la merde. Et apparemment, ils étaient toujours pas trop d'accord, parce que ce qu'on a appris dans l'épisode d'avant, c'est qu'il leur a un peu forcé la main. Donc là, je me souviens plus trop du manga, donc je spoil rien. Donc il est fort à parier qu'Eren, à un moment donné, a pris l'initiative de se barrer pour aller organiser son plan. Parce qu'en fait, il n'a certainement pas réussi à convaincre les gens qu'il fallait faire ce qu'il fallait faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je trouve ça super intéressant de s'intéresser un petit peu à la transformation d'Eren, qui est devenu un autre personnage dans cette saison 4. Enfin, depuis la fin de la saison 3, c'est devenu un tout autre personnage. Voilà, même pareil, le côté avec... il faut qu'il soit réuni avec quelqu'un de sang royal pour activer le pouvoir d'Originel, qui, a priori, est de contrôler plus ou moins les titans. Ça revient sur le tapis, c'est sympathique, mais tu te demandes quand même où c'est que ça va nous mener. Bon, je vais pas faire semblant de pas savoir, je sais où ça va nous mener. Tu verras, c'est génial, c'est tout ce que je vais te dire. Oui. Par contre, il y a un personnage que je trouve très en retrait depuis le début de cette saison. C'est le personnage de Mikasa, qui s'exprime que très peu. D'ailleurs, elle s'exprime tellement très peu dans cette saison que quand j'ai entendu sa voix dans la phrase, je sais plus ce qu'elle a dit comme phrase, hein. Elle a dit une phrase dans l'épisode, je fais, c'est la voix de Mikasa ça? J'avais oublié le son de sa voix, Mikasa. C'est un délire. Et elle est très en retrait, genre très indécise. En même temps, elle est d'accord. T'as l'impression qu'elle est d'accord avec tout le monde. Elle est d'accord avec Armin, mais en même temps, elle est d'accord avec Eren parce que c'est Eren qui l'a dit. Et quand Eren dit quelque chose, ah Eren, je fais ce que tu dis. Voilà, je trouve que c'est très malin. Je pense que c'est fait exprès dans la mise en scène aussi de la voir toujours en retrait. C'est avant, elle était beaucoup plus mise en avant que ça, Mikasa. Et là, elle est très... je me mouille pas, tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça assez intelligent, finalement. Mais encore une fois, moi j'ai la suite dans la tête, si tu veux. Donc c'est un peu frais pour moi, il y a des trucs qui deviennent vraiment évidents. Mais je vais arrêter de parler du fait que j'ai lu le manga, ça va saouler tout le monde au bout d'un moment. Oui. Et d'ailleurs, je vais parler de... Je pense que c'est quasiment, si je me souviens, les 2 dernières scènes de l'épisode où il y a Yelena qui vient livrer des plans ou des armes au quartier général des Eldiens, et qui sont quand même braqués, genre on aimerait bien vous faire confiance, vous nous avez apporté énormément de choses, mais en fait vous restez des marres, et en fait il y en a marre. Voilà, je fais un petit jeu de mots gratuit. Du coup il y a le côté ok, on se comprend, on devient pote, on échange, mais notre nature méfiante reprend le dessus. Et quelque part c'est quand même un des grands sujets de SNK. Est-ce qu'on pourra trouver la paix quelque part? Est-ce qu'on pourra se débarrasser de la méfiance, du ressentiment? Finalement c'est ce qui fait l'humanité, donc quelque part on est foutu quelque part. J'ai envie de te dire, ouais, je suis un peu philosophe aujourd'hui, philosophe de merde, mais philosophe quand même. Voilà, et l'autre truc, et là encore, on va revenir encore sur cette histoire de cycle, c'est Gabi qui est en train de ronger son frein dans son lit, genre règne ailleurs, je vais te niquer ta mère. Voilà, il est encore réinitié. Tu te dis putain, les trucs se passent bien, tu sens que cette petite connasse, elle va venir foutre la merde. Tu le sens qu'elle va venir foutre la merde. Voilà, avec sa gueule de con. Mais en même temps, on la comprend. Elle a vu tous ses amis se faire piétiner comme des merdes, son pays attaqué, ses chances d'être un jour bien, de racheter l'image des Eldiens, piétinée à jamais, c'est le cas de le dire. Donc elle a l'aide, et elle va se venger. Hein, forcément, elle veut se venger. Et là, je spoil rien. Ça me dirait, tu spoil. Non, je spoil rien. Tu vois que le personnage, c'est le ressenti que j'ai quand je vois le personnage, tu sens qu'il va casser les couilles. Donc voilà, on n'a pas fini de la détester. Il y a des gens qui la détestent, vous n'avez pas fini de la détester, c'est tout ce que je peux vous dire. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Encore une fois, un épisode de transition, un épisode qui repose les personnages et qui repose les bases. Donc un très bon épisode, une fois de plus. Voilà, en plus Eren à la fin qui est en mode QLF devant le miroir, tu vois qu'il a été à la salle et tout, mais quel swag, quelle prestance. Voilà, donc... En plus, là, on arrive dans le moment du manga que j'ai un peu éludé. Parce qu'il y a 2-3 tomes du manga que je me souviens plus exactement ce qui se passe. Là, on est en plein dedans, donc je vais vraiment redécouvrir. Alors, il y a les grandes lignes, je m'en souviens, mais je vais redécouvrir un peu le détail de tout ça, et ça va être passionnant. Bref, comme d'habitude, commentaires, pouce bleu, abonnement, partage, tout ce que tu veux. N'hésite pas aussi à t'abonner à notre nouvelle chaîne Spatule Bro, une chaîne de rigolade, de bouffe et de bonne humeur.
Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des reviews de Shingeki no Kyojin. Et que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.